Je pense qu'effectivement, disons, l'anthropologie en Amazonie, je pense, a fait ces derniers, après avoir été un petit peu être mis de côté dans les grands débats de la discipline, je pense que ces derniers temps, plusieurs tentatives de synthèse, soit celle de Descola sur l'animisme, qui sont une sorte de boîte à outils finalement, plus que réellement des vérités statiques, etc. Ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, c'est de comprendre comment passer par exemple, l'animisme au naturalisme. Enfin, comment, finalement, le courant aujourd'hui, euh, comment on passe plutôt cette mécanique, comment elle se met en marche, que plutôt, mais fallait-il au départ peut-être distinguer les éléments, les termes, et ce qui nous intéresse, c'est les relations. Donc ça peut effectivement être utile, le perspectivisme, bon, qui est d'autant plus compréhensible pour nous qu'il est en forme symétrique et inverse, donc il est assez facile, il rejoint la même. Mais bon, il fallait le systématiser. Robert Tabaillon, longtemps, en parler, mais il fallait le systématiser. Et je pense qu'Eduardo Eduardo Vieira de Castro a bien été un peu l'artisan de ce. Quand je vous ai dit, je l'appelle un peu le Ayrton Senna de l'anthropologie brésilienne. Bref, c'est un artiste. Bref, ok. Donc, euh, ces différentes approches et d'autres, hein, je pense, ont recentré un peu l'anthropologie amazonienne un peu dans le débat, qui était un peu monopolisé par un peu le modèle africaniste qui a dominé depuis justement Griol, tout ça, toute la. euh, bon, il y a bien sûr Lévi-Strauss, mais Lévi-Strauss est peut-être pas totalement considéré comme américaniste. Il est plus largement. Je veux dire, il n'est peut-être pas justement euh, mis peut-être comme anthropologue au sens large et pas spécialement comme amazoniste, disons. Donc je pense que ça a été un moment de dynamisme, bon, qui bien sûr est soumis à beaucoup de travail à partir du terrain, tout ça, on peut très bien trouver des choses qui ne fonctionnent pas exactement comme ça ou autrement, mais justement, c'est plutôt une boîte à outils, quelque chose qui sert à continuer. Alors, sur le rôle sur l'anthropologie aujourd'hui, qui est une question par rapport un peu à la situation en Amazonie, un peu sur le plan écologique, tout ça, je pense elle doit continuer, évidemment, avoir un rôle très important et permanent, bien sûr, contre cette vision un peu stéréotypée, trop largement encore, évidemment, répandue, de l'Amazonie comme un milieu naturel aux ressources infinies, donc d'une exploitation évidemment à loisir. Bon, ça évidemment, mais c'est pas évident dans le grand public, hein. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que, et surtout les populations autochtones hein, qui ne sont pas ahistoriques, hein, qui évidemment vivent à notre époque, qui ne sont pas seulement des gardiennes passives de la forêt et qui ne représentent pas une vision fossilisée et archaïque évidemment de l'humanité. Là, il y a un gros travail à faire parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas gagné, qu'il y a beaucoup de. Alors que ça paraît aujourd'hui une certaine évidence, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce, sur ce travail, et notamment d'essayer de montrer que l'Amazonie est culturelle, elle a été anthropisée de longue date, et c'est évidemment difficile de. Peut-être, enfin là je pousse un peu loin, c'est un peu provocateur, peut-être le jour où on aura supprimé le mot nature de notre langage, on aura fait un grand pas, ou alors il faut le définir différemment.
Mais tant qu'on utilise évidemment le mot nature, qui est trop chargé chez nous, comme quelque chose qui justement n'a pas d'âme, d'existence sensible, etc., donc qui est soumis à tous les... qui a été évidemment aussi un des comment dire, attitudes attribuées aussi à beaucoup d'Amérindiens dans le passé, à l'époque du caoutchouc, etc. On parlait de Langdon au Congo, de Casemint en Amazonie, etc., qui étaient évidemment des gens naturels, ce qu'on appelait les naturels, quoi. Donc c'est un terme effectivement... alors bien sûr, il y a une chaire qui s'appelle Anthropologie de la nature, donc il suffit de... Bien, alors c'est intéressant, ces histoires culturelles, de mise en liaison, puisque de plus en plus, à un moment justement un peu crucial, de grands projets de, extractifs ou de modification des cours des grands fleuves, qu'il y a des tentatives appuyées par certaines ONG de faire reconnaître ces entités naturelles comme justement des êtres vivants, comme et donc qui ont le statut de personne et qui ont donc des droits. Alors ça, c'est une vieille question que vous connaissez beaucoup, qui a pas toujours fonctionné, mais c'est un processus, je crois, qui est assez généralisé maintenant en Amazonie, dans la région où je travaille. Il y a plusieurs demandes, notamment de ces kokamas, ces gens qui vivent en fait, en gros, sur l'eau et dans l'eau, on pourrait dire, sur le projet de faire reconnaître l'Amazone comme une entité vivante. Et évidemment, c'est très important à l'heure où il y a des méga-projets, donc celui de l'Hydrovia Amazonica, bon, c'est un gros projet de dragage de l'Amazone pour augmenter sa navigabilité, donc son rendement financé évidemment en grande partie financé par les Chinois, et qui donc a eu, ce projet n'a pas encore été mis en application, mais il est toujours en attente, enfin il est toujours en stand-by, il n'a pas été annulé. Et donc, je pense que toutes ces tentatives, c'est en somme, essayer de modifier dans les ministères la vision, en somme, et de mesurer les impacts au niveau des contaminations, tout ça que peut provoquer, surtout, bien sûr, sur les populations riveraines, les populations locales, dans les changements hydrobiologiques de ce que ça peut représenter, des va-et-vient en permanence sur l'Amazone, de gros bateaux qui remonteraient pratiquement jusqu'à Yulimagua, c'est-à-dire sur le Marañón. Après, il y a la route qui va jusqu'à Païta pour sortir les trucs sur la Chine. C'est quand même des choses qui qui font réfléchir et qu'il faut effectivement soutenir, même si les chances de succès sont évidemment pas gagnées d'avance. Rien n'est gagné, mais on dit ça. Et puis des fois, on a gagné des choses. C'est intéressant aussi parce que ça demande une transformation assez claire de ce que peut être un territoire. C'est-à-dire quand on dit, nous, un territoire, dans le sens qui est une catégorie étatique, hein, elle n'est jamais utilisée, bien sûr, par les indigènes, un territoire, c'est le contrôle, finalement. Et on pense, bien évidemment, à un territoire terrestre, solide, si on peut dire. Or là, il s'agirait de faire accepter l'idée, le bien fondé, de la reconnaissance d'un territoire aquatique, c'est-à-dire d'un territoire liquide, d'un territoire mouvant, par les auteurs. C'est pas gagné non plus. Mais rien n'est perdu si on... Enfin, je veux dire... Pourquoi finalement, aujourd'hui, il est accepté, il est accepté, mais pas appliqué au niveau juridique, officiel par les gouvernements, cette notion de territoire intégral, ce qu'on appelle territoire intégral, qui n'est plus les territoires des communautés, ou etc., qui est un territoire qui, bien sûr, va plus loin, c'est-à-dire le sous-sol est toujours, bien sûr, propriété de l'État, l'air, tout ça. Donc il va à complexifier, justement, pas seulement sur la surface,
mais qui peut complexifier aussi sur les rivières. Bon, évidemment, s'il y a du pétrole et s'il y a des mines, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a, je pense, cette idée de faire percevoir le territoire comme aussi incluant non seulement des animaux, des humains, etc., mais aussi des maîtres des lieux, des entités, disons, qui sont des points très importants dans la géographie de ces gens-là, on peut le faire comprendre puisque nous avons des lieux, nous, mémorials, Lourdes, tout ça, c'est bien connu qu'on ne va pas mettre avec un tracteur, on ne va pas supprimer qu'on appelle ça, la grotte de Lourdes, là, enfin, etc. Parce que, bon, donc, c'est quelque chose qui peut être pensé, peut-être que ces choses-là sont aussi des équivalents. Alors, ce n'est pas des équivalents, mais si on montre que ça peut être des équivalents, bon, il peut y avoir éventuellement une acceptation. Mais la bagarre, évidemment, n'est pas gagnée. Mais je suis de très près cette histoire de territoire aquatique. Parce que je crois que les Yaguas adhèrent tout à fait à ça, puisqu'ils ont adopté enfin adopté, bon, ils ont développé, je ne sais pas si c'est adopté ces dernières années, beaucoup plus cette variante aquatique, subaquatique, si tu veux, de leur pratique chamanique. Mais bon, c'est quelque chose que je suis avec grand intérêt. Alors, concernant l'épineuse question, concernant l'avenir de l'anthropologie, qu'elle soit en Amazonie ou ailleurs, quels sont ses défis et les chantiers, bien sûr, qui s'ouvrent, il y en a beaucoup. Bon, il y a d'abord, évidemment, des difficultés, j'en ai parlé un petit peu, de restrictions d'accès au terrain. Hein. Ah oui, pardon. Des difficultés d'accès au terrain. À l'époque où j'ai commencé, bien évidemment, l'autorisation n'était pas nécessaire du tout. On pouvait circuler et c'est seulement les locaux qui nous disaient vous pouvez rester, vous ne pouvez pas rester. Aujourd'hui, donc il y a les autorisations des organisations indigènes, ce qui sont tout à fait normal, qui mettent en place effectivement les conditions de travail des anthropologues, qui demandent très souvent, enfin, en retour, de participer à certaines tâches administratives ou d'intercéder auprès des gouvernements pour faire aboutir certaines demandes, certaines sollicitudes, d'enseigner aussi des langues, enfin, etc. Il ne faut pas oublier que la plupart des, des populations autochtones, bien avant les écoles, on dit la région préscolaire, parlaient pour beaucoup plusieurs langues, ou connaissaient, il y avait des langues véhiculaires, il y avait leur langue, et ils connaissaient très bien des variantes, donc ils étaient polyglottes, si on peut dire, par naissance. Donc le fait de parler 3, 4, 5 langues, je ne pense pas que ça leur pose beaucoup de problèmes. Donc il y a ces difficultés, effectivement, la multiplication des autorisations, il y a beaucoup d'endroits où effectivement pour des raisons de sécurité on ne peut plus aller. Bon, dans les Andes par exemple à la période de la sortie du mineur entre 1980 et 1990, ça a été disons une sorte de vide, plus personne, enfin vide, les gens y vivaient, on n'est pas indispensable, personne n'est indispensable, mais c'est vrai qu'il y a eu là une coupure effectivement, et beaucoup de personnes se sont orientées vers d'autres études ou vers d'autres domaines, quitter les Andes pour travailler dans d'autres régions, ou travailler en Espagne ou en France, enfin, etc. Donc il y a cette difficulté euh, de, d'accès, tout simplement, au terrain qui fait que des jeunes étudiants peuvent avoir un peu, disons, pas envie de faire de l'anthropologie ou faire l'anthropologie pour acquérir seulement un certain type une certaine, comment on peut dire, type d'outils pour penser la relation à autrui, enfin, etc. Il y a aussi, bien sûr, de plus en plus, et ça je pense que
c'est un peu général maintenant, la critique des autochtones d'appropriation culturelle de la part des anthropologues, de certains anthropologues qui se multiplient et qui font réfléchir et qui demandent effectivement à ce que, évidemment, on modifie bien évidemment nos façons, nos méthodes de travail. Alors, bien sûr, il y a de projets coopératifs, on passe à projets collaboratifs. Alors, est-ce que c'est un changement vraiment dans le nom ou est-ce que c'est réellement un changement de contenu, c'est-à-dire que des projets soient beaucoup plus faits en collaboration directe avec les populations autochtones, plutôt que des projets qu'on leur propose et qui disent qu'ils acceptent ou pas selon les intérêts qu'ils peuvent avoir sur le moment. Donc ça, c'est effectivement de plus en plus. Alors, est-ce que c'est du politiquement correct ou ça correspond réellement à une modification dans l'élaboration des projets et notamment donc à ce moment-là d'accès au terrain et de pouvoir partager si on considère que le vécu du terrain, le terrain est fondamental dans la discipline. Il est clair que s'il n'y a plus de terrain, l'anthropologie devient purement spéculative. Enfin voilà, c'est une question qui est posée. Alors il y a évidemment le fait qu'il faut souvent être obligé de légitimer le fait d'être anthropologue. Et souvent, on a parfois le réflexe de dire, je ne sais pas, ou je suis linguiste, ou etc., en pensant que ça peut avoir moins quand on a ces côtés un peu problématiques, parce qu'on dit, si je dis que je suis anthropologue, bon, ça va m'attirer un tas de trucs. Donc on arrive par... ce qui n'empêche pas qu'après, on peut très bien dire ce qu'on fait. C'est pas... Mais je me demande jusqu'à quel point ces contraintes ne conduisent pas à modifier quelque peu Alors après, dans les grands défis, bien évidemment, c'est qui est un défi très productif, très intéressant, sur ce qu'on pourrait appeler, puis peut-être qu'on va faire une coupure, l'urbanisation galopante des populations autochtones en Amazonie, mais pas seulement là, qui effectivement est un nouveau défi, qui en somme, se prolonge, enfin n'est pas en opposition avec, mais ouvre effectivement sur d'autres problématiques.